Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique dédié au droit social, pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale et mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le vendredi 28 mars 2025. Au micro, Olivier Mazy, associé en charge du droit social chez KPMG Avocats, et Xavier Carcin, avocat, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Bonjour Xavier. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et, plus précisément, à la directive européenne du 10 mai 2023 visant à renforcer cette égalité par la transparence des rémunérations. Alors que cette directive doit être transposée avant le 7 juin 2026, la ministre du Travail a, le 7 mars dernier, annoncé l'ouverture d'une concertation avec les partenaires sociaux afin de présenter un projet de loi à l'automne 2025. Les enjeux sont, Xavier, potentiellement importants pour les entreprises. C'est le moins que l'on puisse dire, Olivier. La directive prévoit en effet des obligations particulièrement contraignantes pour les entreprises en matière d'information des salariés sur les critères de détermination et de progression de la rémunération, ainsi qu'en matière de communication sur les niveaux et les écarts de rémunération dans l'entreprise. Selon les promoteurs du texte, ces nouvelles règles doivent conduire les entreprises à mettre en place des structures de rémunération fondées sur des critères objectifs et transparents. Ces nouvelles obligations vont constituer un défi colossal pour un très grand nombre d'entreprises, défi auquel ces dernières, et plus particulièrement leurs services de ressources humaines, doivent se préparer dès à présent si elles ne veulent pas courir le risque d'être submergées au moment de la transposition. C'est pour cette raison que nous allons, au cours de cette émission, tenter d'identifier les enjeux attachés à la transposition de la directive en droit français et de présenter les changements auxquels doivent se préparer les employeurs. Vous avez le programme, c'est parti. Évoquons pour commencer le contexte dans lequel intervient la directive. L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes fait depuis plus de 50 ans l'objet d'une attention particulière de la part des législateurs français et européens. En France, on décompte une quinzaine de lois sur le sujet depuis 1972. Le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes est par ailleurs une des valeurs essentielles de l'Union européenne consacrée par les traités. Des textes importants, notamment une directive de juillet 2006, ont été pris pour mettre en œuvre ce principe. Qu'est-ce qui justifie, Xavier, l'adoption d'un nouveau texte ? Un constat et un diagnostic, Olivier. D'abord le constat. Si des progrès importants ont été réalisés, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes restent à un niveau élevé. En France, qui est plutôt une bonne élève au sein de l'Union européenne, l'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes est supérieur à 22%. Cet écart est de plus de 14% pour les seuls emplois à temps plein et de 4% pour les emplois équivalents. Le diagnostic ensuite. Malgré de nombreuses normes, l'application du principe d'égalité des rémunérations est entravée par le manque de transparence des systèmes de rémunération. Les salariés ne disposent pas d'informations pertinentes sur les critères de fixation et de progression des rémunérations au sein de l'entreprise. Ils ne connaissent pas non plus les niveaux de rémunération pour les catégories de travailleurs accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale. Cette ignorance est un obstacle à l'exercice de recours en la matière, et plus généralement à l'identification et à la suppression des situations d'inégalité. La directive veut donc rendre plus effective l'application du principe d'égalité en imposant aux entreprises des exigences de transparence et en renforçant les règles procédurales permettant aux salariés de faire valoir leurs droits. Afin de bien comprendre l'impact potentiel de ces nouvelles règles et les enjeux liés à leur transposition en droit français, il est nécessaire de les mettre en perspective avec les règles existantes. De multiples règles existent déjà dans le Code du travail relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. En effet, Olivier, s'il existe un chapitre du Code du travail expressément consacré à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ce droit est fragmenté et l'on retrouve des règles à ce sujet à de multiples endroits, notamment dans les parties du Code relatives à la rémunération, au comité social et économique ou encore à la négociation collective. En réalité, deux types de règles complémentaires peuvent être distinguées. Les premières s'appuient sur une approche individuelle et visent à permettre à un salarié qui estime avoir été victime d'une discrimination en raison de son sexe ou plus généralement d'une inégalité de traitement en matière de rémunération, de faire valoir ses droits. Les secondes reposent sur une approche collective et visent à déterminer les écarts de rémunération au sein de l'entreprise, à identifier ceux qui ne sont pas justifiés par des critères objectifs et à arrêter des mesures correctives au niveau de l'entreprise. S'agissant de l'approche individuelle, la Cour de cassation s'appuie depuis près de 30 ans sur le principe général à travail égal, salaire égal, et juge que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, quel que soit leur sexe, pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique.
Effectivement, ce principe à travail égal, salaire égal, et plus largement le principe d'égalité de traitement, fait l'objet d'une jurisprudence abondante de la Cour de cassation. Il a vocation à s'appliquer non seulement lorsque des salariés accomplissent un même travail, mais également lorsqu'ils accomplissent des travaux de valeur égale, entendus comme des travaux exigeants, un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités découlant d'expériences acquises, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Par ailleurs, le principe repose sur une conception large de la rémunération, entendue comme tout avantage, quelle qu'en soit la nature, attribué par l'employeur au salarié en raison de son emploi. La mise en œuvre du principe d'égalité implique néanmoins que le salarié demandeur soit en mesure d'établir une comparaison avec un autre salarié de l'entreprise, placé dans une situation comparable, ce qui n'est pas toujours facile. Il est vrai, Olivier, que la Cour de cassation rejette aujourd'hui les demandes de salariés fondées sur le principe d'égalité de traitement, lorsqu'il n'est pas démontré qu'un salarié placé dans une situation comparable perçoit effectivement le niveau de rémunération ou l'avantage revendiqué. Cette exigence se retrouve d'ailleurs dans le mécanisme probatoire. La Cour de cassation juge en effet qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre préalablement au juge des faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire. Ce n'est qu'une fois cette différence établie que l'employeur est tenu d'apporter des éléments de justification. Il peut donc y avoir là une difficulté pour le salarié qui, très souvent, ne dispose pas d'informations relatives au système de rémunération applicable dans l'entreprise et, a fortiori, aux éléments relatifs à la rémunération des autres salariés. Il n'existe pas aujourd'hui d'obligation pour l'employeur de justifier des critères de détermination et de progression des rémunérations au sein de l'entreprise en dehors de l'hypothèse d'un contentieux. Or, le fait de ne pas disposer de telles informations dissuade précisément les salariés de se prévaloir du principe d'égalité de traitement. La mise en place de règles relatives à la transparence des rémunérations peut faire évoluer cette situation. Nous allons y venir. Avant cela, présentons rapidement l'aspect collectif de la mise en œuvre de l'égalité salariale en droit français. Sur ce point, il existe des outils de diagnostic qui obligent, depuis très longtemps, les entreprises à mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes en leur sein. Tout à fait, Olivier. Une loi Roudy de 1983 a imposé aux entreprises de plus de 50 salariés d'établir chaque année un rapport de situation comparée comportant des indicateurs très précis sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Ce rapport a, en 2015, été intégré dans la base de données économiques, sociales et environnementales mise à la disposition du Comité social et économique. Ces données sont donc destinées, d'une part, aux membres du CSE, qui sont consultés sur la politique sociale de l'entreprise, et plus particulièrement sur les questions d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d'autre part, aux délégués syndicaux pour les négociations obligatoires en entreprise, qui doivent également porter sur ce sujet. Ces données, auxquelles s'attache une certaine confidentialité, ne sont pas publiées et les salariés, autres que les représentants du personnel, n'y ont pas accès. Tenu de mesurer les écarts entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, l'employeur doit-il prendre des mesures concrètes pour les réduire ? Les entreprises de plus de 50 salariés qui disposent d'un délégué syndical sont tenues de mettre en place une négociation portant sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération. De manière plus générale, toutes les entreprises de plus de 50 salariés, même celles qui ne sont pas soumises à la négociation obligatoire, doivent, sous peine d'encourir une pénalité financière, être couvertes, soit par un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle, soit, à défaut d'un tel accord, par un plan d'action établi unilatéralement par l'employeur après consultation du CSE. Ces accords ou plans d'action déterminent des objectifs, notamment en matière de rémunération, en vue de réduire les écarts existants. Il n'y a cependant pas d'obligation de résultat et donc pas de sanction si les objectifs ne sont pas atteints. Pour renforcer ses ambitions, le législateur a, en 2018, instauré un index égalité qui oblige chaque entreprise de plus de 50 salariés à publier avant le 1er mars des indicateurs sur la situation respective des hommes et des femmes en matière de rémunération. Cet index a-t-il fait bouger les lignes ? On doit rappeler que l'index égalité repose sur 4 ou 5 indicateurs selon l'effectif de l'entreprise et donne lieu à l'attribution de points selon les résultats obtenus, l'entreprise se voyant in fine attribuer une note sur 100. Cet instrument a apporté 2 innovations. Première innovation, pour la première fois, les entreprises doivent rendre publiques des informations relatives à l'égalité homme-femme en leur sein. L'index et le résultat de chaque indicateur sont publiés sur le site internet de l'entreprise
est celui du ministère du Travail. L'absence de publication peut donner lieu à une pénalité financière. Seconde innovation, la loi de 2018 a imposé pour la première fois une obligation de résultat. En deçà de 75 points, l'entreprise doit mettre en place des mesures de correction et, le cas échéant, programmer des mesures financières de rattrapage salarial, soit par accord collectif, soit par décision unilatérale après consultation du CSE. Surtout, l'entreprise dont l'index est inférieur à 75 points dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. Si au bout de 3 ans, l'index reste en deçà de 75 points, l'entreprise encourt une pénalité financière. L'index est un instrument important pour sensibiliser les entreprises et les contraindre à s'emparer de la problématique des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Toutefois, l'index égalité n'apparaît pas aujourd'hui efficient ni pour assurer la transparence des rémunérations, ni pour permettre une réduction des écarts. Pour quelles raisons ? Dans sa version actuelle, les informations fournies par l'index sont très imprécises. L'index ne comporte qu'un seul indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, fondé sur une moyenne générale. Par ailleurs, pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de s'emparer facilement de l'instrument, les pouvoirs publics ont fait preuve d'une réelle souplesse quant aux modalités de détermination des écarts. On a par exemple accepté que certains éléments de rémunération, notamment des primes, ne soient pas pris en compte. On a également accordé une grande liberté aux employeurs pour définir les catégories de personnel. En clair, les informations contenues dans l'index ne permettent pas d'identifier concrètement les situations d'inégalité existantes. Faisant le bilan de cet index, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a indiqué en mars 2024 que la loi de 2018 n'était qu'une première étape et que la transposition de la directive du 10 juin 2023 devait conduire à réformer l'index pour en faire un véritable instrument de transparence salariale. C'est ce que nous allons voir maintenant. Débutons ce tour d'horizon des dispositions de la directive susceptibles d'avoir un impact en droit interne en parlant des dispositions relatives à la transparence des rémunérations avant l'embauche. Cet aspect n'existe pas aujourd'hui dans le Code du travail. Cela signifie-t-il, Xavier, que demain, les entreprises devront indiquer la rémunération dans toutes leurs annonces d'emploi ? C'est un point qu'il faudra surveiller avec attention lors de la transposition. La directive exige simplement que le candidat à un emploi soit informé avant l'entretien d'embauche et par tout moyen sur la rémunération ou la fourchette de rémunération attachée à l'emploi proposé. La transparence en matière d'embauche a, selon les promoteurs de la directive, pour objectif d'assurer une négociation éclairée et transparente sans limiter en aucune façon le pouvoir de négociation des parties. L'idée ici est qu'un employeur ne peut pas recevoir un candidat sans lui avoir au préalable donné une vision précise de la rémunération envisagée. La directive ne va pas jusqu'à exiger que toute offre d'emploi comporte les informations en matière de rémunération. Un tel degré de transparence reviendrait à permettre à toute personne ayant accès à l'offre, et pas seulement aux candidats, des informations sur la politique salariale de l'entreprise. S'agissant de l'information à donner aux candidats, doit être indiqué, d'une part, le montant de la rémunération initiale ou la fourchette de salaire attachée à l'emploi proposé, d'autre part, les dispositions pertinentes de la convention collective en rapport avec le poste. Toujours sur la question de la transparence avant l'embauche, la directive spécifie que l'employeur ne demande pas aux candidats leur historique de rémunération au cours de leur relation de travail actuelle ou antérieure. Quels sont le sens et la portée d'une telle règle ? La directive pose en effet une interdiction d'interroger le candidat à l'emploi sur la rémunération qu'il percevait chez ses précédents employeurs. L'objectif poursuivi serait de rééquilibrer les négociations et de ne pas reproduire des différences de rémunération préexistantes entre les hommes et les femmes. Comme beaucoup de règles relatives à l'embauche, on peut s'interroger sur la portée pratique d'une telle interdiction. Il nous semble que la règle a plutôt pour objet d'interdire à un employeur de prendre en considération le niveau de rémunération antérieur à l'embauche pour prétendre justifier des différences de rémunération entre salariés. Venons-en à présent, Xavier, à ce qui constitue sans aucun doute le cœur de la directive, la transparence de la fixation des rémunérations et de la politique de progression de la rémunération. Sur ce point, la directive met à la charge des entreprises une obligation jusqu'alors inédite en droit interne et d'une portée absolument considérable. Et c'est un euphémisme, Olivier. Le texte est limpide, je le cite. Les employeurs mettent à la disposition de leurs travailleurs, d'une manière facilement accessible, les critères qui sont utilisés pour déterminer la rémunération, les niveaux de rémunération et la progression de la rémunération des travailleurs. Ces critères sont objectifs et non sexistes. La directive pose le principe d'une obligation pour l'employeur de mettre à disposition des travailleurs spontanément, en dehors de tout contentieux, les critères de fixation et de progression des salaires dans l'entreprise. Pour le dire autrement, l'employeur devra être en mesure d'exposer de manière transparente la politique de l'entreprise en matière de rémunération.
Le respect de cette obligation suppose que l'entreprise dispose de structures de rémunération et que les pratiques en la matière soient fondées sur des critères objectifs bien définis. Les entreprises qui disposent d'ores et déjà de structures et de pratiques de rémunération bien déterminées n'auront peut-être qu'à faire des ajustements pour être en mesure de respecter leurs obligations de transparence. La tâche va être beaucoup plus ardue pour les entreprises dont la politique salariale est moins bien définie et dont les rémunérations font l'objet d'une très forte individualisation. L'exigence de transparence va, dans ces entreprises, impliquer un changement de culture radical. Toutes les entreprises vont-elles être concernées par ce bouleversement? La directive ne fixe pas de conditions d'effectif et semble imposer à toutes les entreprises de mettre à la disposition de leurs salariés les critères de détermination de la rémunération et des niveaux de rémunération. La directive prévoit simplement une faculté pour les États d'exempter, lors de la transposition, les entreprises employant moins de 50 salariés de l'obligation relative à la progression de la rémunération. S'il convient d'attendre la transposition pour avoir plus de précision, il est certain que toutes les entreprises de plus de 50 salariés vont à minima être concernées. Cette obligation de transparence sur la politique salariale va être d'autant plus conséquente que la directive la double d'un droit à l'information individuelle de chaque travailleur. La directive prévoit en effet que chaque salarié dispose d'un droit qui devra lui être rappelé chaque année par écrit, d'être informé d'une part sur son niveau individuel de rémunération, d'autre part sur le niveau de rémunération moyen, ventilé par sexe pour la catégorie de travailleurs accomplissant le même travail ou un travail de même valeur que le sien. Saisi d'une demande d'information, l'employeur devra répondre dans un délai maximum de 2 mois. On pressent que cette obligation d'information va avoir un impact pour les entreprises et que celles-ci doivent s'y préparer sans attendre la transposition. Le changement est considérable à 2 égards. D'abord, les entreprises vont potentiellement devoir faire face chaque année à un très grand nombre de demandes auxquelles elles ne seront en mesure de répondre qu'à condition d'avoir préalablement défini des catégories de salariés homogènes et des critères objectifs de rémunération bien définis. Si ce travail n'a pas été fait en amont, les directions de ressources humaines risquent de se trouver submergées. Ensuite, chaque salarié va pouvoir, en dehors de tout contentieux, être informé sur les critères de détermination de sa rémunération, ainsi que sur le niveau de rémunération moyen de sa catégorie. Il va ainsi pouvoir se positionner par rapport aux autres salariés de l'entreprise, accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale. Cette situation peut conduire à un accroissement des revendications et des recours fondés sur le principe d'égalité de traitement. En plus de ces obligations de transparence sur les critères de fixation et de progression des rémunérations, la directive contraint certaines entreprises à publier des données relatives à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Sur ce point, qu'ajoute la directive par rapport aux règles françaises actuelles, notamment l'index égalité? La directive implique 2 changements majeurs. Le premier changement concerne la précision des données qui doivent être communiquées par l'employeur. Le second vise les conséquences à tirer d'un écart trop important. S'agissant des données devant être publiées, la publication ne sera plus limitée au seul écart moyen des rémunérations entre les hommes et les femmes, comme aujourd'hui, mais devra porter également sur les écarts au niveau des composantes complémentaires et variables de rémunération, sur les écarts médians, sur la répartition des travailleurs masculins et féminins par quartile, ou encore sur les écarts entre les hommes et les femmes par catégorie de travailleurs. La communication sera donc beaucoup plus précise que celle de l'index actuel. En effet, au lieu d'un seul indicateur sur l'écart des rémunérations, 7 indicateurs devront être communiqués. Par ailleurs, la rémunération devra comprendre l'ensemble des avantages versés par l'employeur aux salariés. Il n'y aura pas de possibilité d'écarter certains éléments de rémunération. Enfin, les catégories de travailleurs devront comprendre les travailleurs accomplissant le même travail ou un travail de même valeur regroupés de manière non arbitraire sur la base de critères objectifs, ce qui va demander une analyse préalable. La directive précise d'ailleurs que l'exactitude des informations devra donner lieu à consultation des représentants du personnel et que ceux-ci devront avoir accès à la méthodologie utilisée. S'agissant des conséquences lorsque les données font apparaître un écart important entre les hommes et les femmes, que prévoit la directive ? Elle prévoit que l'employeur sera contraint de procéder à une évaluation conjointe des rémunérations en coopération avec les représentants du personnel à 3 conditions. Les données communiquées révèlent une différence de niveau moyen de rémunération d'au moins 5% entre les hommes et les femmes au sein d'une catégorie de travailleurs. L'employeur n'est pas en mesure de justifier cet écart par des critères objectifs. Et enfin, l'employeur n'a pas remédié à la situation dans un délai de 6 mois à compter de la communication des données. Il n'y aura plus de place alors pour un simple plan d'action établi unilatéralement par l'employeur. L'évaluation conjointe supposera une analyse de la situation et une détermination des mesures permettant d'y remédier en concertation avec les représentants du personnel.
Il faudra sur ce point être attentif au contenu de la loi de transposition, quant aux modalités de cette évaluation conjointe et aux moyens de mise à la disposition des représentants du personnel. Quelles sont les entreprises concernées par ces nouvelles obligations en termes de publication et quel est le calendrier? Les obligations de communication concernent, selon la directive, les entreprises de plus de 100 salariés et doivent être mises en place selon le calendrier suivant. Les entreprises de plus de 250 salariés auront 1 an pour publier les informations à compter de la transposition et la publication sera ensuite annuelle. Les entreprises de 150 à 249 salariés disposeront également d'1 an pour publier et la publication sera ensuite triennale. Les entreprises de 100 à 149 salariés auront quant à elles 4 ans pour publier, avec également ensuite une périodicité triennale. Comme toujours, les États peuvent prendre des dispositions plus contraignantes que celles de la directive. Suivant les préconisations du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, il est possible que, compte tenu du champ d'application de l'index égalité, le législateur français rende applicables ces obligations aux entreprises de plus de 50 salariés. Il y a là encore un enjeu important en termes de transposition. Pour terminer ce panorama des dispositions susceptibles de modifier le droit français, signalons que la directive prévoit, à côté des règles de transparence, des mesures dites d'application du droit, action en justice, indemnisation, sanctions ou encore prescription, destinées à renforcer le principe d'égalité de traitement. La plupart de ces mesures existent déjà dans le Code du travail et ne devraient donc pas avoir un impact significatif en France. Il faut néanmoins relever, Xavier, une exception notable concernant la preuve d'une violation du principe d'égalité de traitement. En effet, Olivier, la directive prévoit 2 dispositions importantes susceptibles de remettre en question la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, selon laquelle une méconnaissance du principe d'égalité de traitement suppose nécessairement que le salarié établisse au préalable une différence avec un salarié de l'entreprise dans une situation comparable. La directive prévoit d'abord qu'en cas de contentieux, l'employeur doit supporter intégralement la charge de la preuve de l'absence de discrimination lorsqu'il ne s'est pas conformé aux règles prévues en matière de transparence de rémunération. La directive prévoit ensuite, et plus généralement, que l'inégalité de traitement n'aura plus nécessairement à être établie par rapport à un autre salarié de l'entreprise. Elle pourra être fondée sur une personne de référence théorique. Ces nouvelles règles de preuve vont renforcer considérablement les enjeux liés au respect des règles en matière de transparence et à la nécessité pour l'employeur d'être en mesure de justifier la rémunération de chaque salarié par des critères objectifs. On l'a compris, les changements qui s'annoncent sont considérables. Si l'ampleur du travail à accomplir va varier selon la situation de chaque entreprise, tous les employeurs ont intérêt à ne pas attendre la transposition de la directive et à se préparer dès aujourd'hui à l'application des futures règles. Quelles sont les premières recommandations que l'on peut prodiguer? Vous venez de le dire, Olivier, l'ampleur du travail à accomplir est important et variera selon la situation de chaque entreprise. Je donnerai à ce stade 4 grandes recommandations. En premier lieu, les entreprises doivent rapidement auditer leur système de rémunération afin d'avoir une vision précise des écarts existants, de vérifier si elles sont en mesure de les justifier et d'identifier les situations problématiques. En deuxième lieu, et de manière plus large, les entreprises doivent mener une réflexion globale sur la définition des différentes catégories de salariés, les référentiels emploi, ainsi que l'ensemble des pratiques en matière de fixation et de progression de la rémunération. On pense ici notamment aux évaluations des salariés, pour parvenir, in fine, à une standardisation et à une objectivation de ces pratiques. En troisième lieu, les dirigeants, les départements des ressources humaines et plus généralement les managers doivent être sensibilisés et conscients de tous les enjeux liés à la rémunération des collaborateurs. Enfin, et en dernier lieu, il faut proscrire dès à présent toutes les pratiques arbitraires et ou discrétionnaires en matière de rémunération. S'il reste tout à fait possible d'individualiser les rémunérations et de prendre des décisions exceptionnelles en la matière, toutes les mesures en la matière doivent être pensées et documentées au regard de la politique salariale de l'entreprise. Un grand merci Xavier pour cette première présentation de la directive, des enjeux liés à sa transposition et des chantiers auxquels vont devoir s'atteler rapidement les entreprises. L'équipe de KPMG Avocats et de KPMG sont d'ores et déjà à la disposition des entreprises pour leur permettre de se préparer à ces nouvelles règles qui vont impacter leur système et leur politique de rémunération et, de manière plus large, leurs pratiques managériales. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ces questions cruciales dans de prochaines émissions de Radio KPMG. La présente édition des Sociales touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous vous retrouverons avec grand plaisir très prochainement. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet et vous abonner au compte LinkedIn de KPMG Avocats. Et bien sûr,
N'hésitez pas à écouter les précédents numéros des Sociales, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. À bientôt. Les Sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.